Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est une personnalité emblématique de l'engagement. Athlète olympien français qui a concouru lors des 4 Jeux olympiques, médaillé de bronze en équipe aux Jeux de 84 et champion du monde en 87 dans sa discipline, le pentathlon moderne. Depuis, il consacre sa vie à promouvoir des valeurs positives, d'unité et d'inclusion. Fondateur et président de Peace and Sport, ce champion de la paix a su montrer que la paix par le sport est une réalité. Bonjour Joël Bouzou. Bonjour. Je dis la paix par le sport est une réalité. Enfin, c'est un concept de réalité parce qu'il y a du travail quand même. Oui, il y a du travail, mais c'est ce qui rend le challenge intéressant aussi. Quand on est athlète olympien, j'imagine que... est-ce que c'est vrai, cette image, que pendant des Jeux olympiques, on voit le monde ? Oui, parce qu'on vit au village olympique, parce qu'on mange avec des gens qui ont l'habitude de manger des choses différentes de celles qu'on mange, qui dorment différemment, qui vivent différemment, qui prient différemment, qui croient ou qui ne croient pas. Mais on est tous là, tous ensemble. Et ça, c'est un moment fabuleux. C'est le sport qui a ce pouvoir de rassembler, de rassembler au-delà de toutes les différences et finalement d'être un fil rouge entre toutes les personnes. Ouais. Parce que, alors moi, quand je travaillais un peu dans le football, quand je travaillais dans le football, il y avait un président de club, qui est toujours président d'ailleurs, qui est Florentino Pérez du Real Madrid, qui me disait « Geneviève, le langage du ballon, c'est un langage qui n'a pas besoin d'être traduit. » C'est un peu ça, ce que tu dis. Bien sûr, complètement. On parle tous la même langue, elle s'appelle le sport. Ouais. On partage tous la règle du sport. Au-delà de la règle du sport, on partage surtout tous l'équité. C'est-à-dire que quand on arrive dans le sport... L'équité, c'est quoi ? C'est l'égalité des chances ? Qu'est-ce que c'est l'équité pour toi ? C'est l'égalité des chances. C'est le droit pour n'importe qui de devenir un champion, même s'il est le dernier dans la société au départ. Ouais. C'est ça, l'équité du sport. Et c'est ça qui en fait un vecteur fabuleux de paix aussi, parce que même dans l'extrême pauvreté, on peut acquérir de la dignité en pratiquant du sport. Et c'est un concept très fort, parce que pour moi, la dignité, c'est pas simplement celle qu'on reconnaît à l'autre. Pour qu'elle soit reconnue, il faut qu'on puisse l'exprimer. Et le sport permet de l'exprimer de l'intérieur, et donc d'accéder à la dignité, même parfois dans l'extrême pauvreté. Et c'est pour ça qu'on a des champions qui sont nés dans la misère, pour certains, mais qui sont capables de parler après à des chefs d'État, voire de le devenir. Oui, c'est vrai. Hein. On a accueilli... c'est Georges Weah. Voilà, tu as accueilli au Forum Peace and Sport, je crois que c'était juste avant le Covid, celui qui était juste avant le Covid. Georges Weah, qui était président du Libéria à l'époque. Absolument, mais si on parle de Christian Carambeu, il naît dans une tribu, et puis aujourd'hui... Il a des émissions de télévision, c'est un homme d'une culture extraordinaire, qui est un vecteur des droits de l'homme aussi. Voilà, c'est des gens qui ont une conscience aussi politique, qui est née par leur parcours de vie, dans lequel le sport représente un vecteur déterminant. Est-ce que tu penses que les sportifs ont cette sensation de devoir parler tout le temps dans leur carrière ? Ou est-ce qu'il y a des moments où on finit par en être conscient ? Je pense qu'on finit par en être conscient. En fait, c'est un parcours qu'on ne connaît pas au départ, mais c'est un parcours qui nous transforme en termes de personnalité. Moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal à accepter le chambrage des Parisiens, par exemple, né dans le sud-ouest. Toi, tu es né dans le Lot, hein, donc forcément, je ne sais pas si vous acceptez beaucoup le chambrage de base. Mais après, quand on accède, on comprend que c'est un mode de communication, et puis après, on se retrouve à rencontrer des cultures différentes. À chaque fois qu'on change de niveau, on rencontre une autre partie de l'humanité, quelque part avec d'autres cultures, etc. Et un jour, on est quelque part... on est riche de cette diversité, et ça se fait de façon passive. Donc... Si à un moment on acquiert aussi de la notoriété, on devient quelque part responsable d'une parole, et on peut avoir envie de la porter. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est que très vite, alors bon, je pense que je ne vais pas faire de clichés, mais
c'est vrai que quand tu sors de ton Lot natal, même le fait d'aller à Paris, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vivent différemment. Donc en fait, très vite, le sportif, il a conscience des différences. Oui, tout de suite. Tout de suite. Alors, il l'a aussi dans sa région au départ. Dans le sud-ouest, le rugby, c'est un vecteur de communication entre tous les villages. Et il y a des cultures différentes. Hein. Et puis parfois, il y a même les mémés qui... Ça c'est Claude Nougaro. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, en fait, ce sont des valeurs extrêmement positives, quoi. Toi, tu démarres le sport très jeune ? Je démarre le sport assez jeune parce que, oui, très jeune. Enfin, si 6 ou 7 ans... ah oui, c'est jeune. Voilà, c'est jeune, je regardais Rintintin à la télévision, mais avant, j'allais prendre la leçon d'escrime avec mon père. Escrime ? Voilà, et puis si mon père était prof d'éducation physique et maître d'art, mais si j'avais une fesse qui dépassait quand je prenais la leçon, je prenais un petit coup de fleuret gentil, hein, mais pour me redresser, donc voilà. C'est vrai ? Et oui, et puis quand donc j'avais sport fini et discipline. Sport et discipline. Oui, sport et discipline, sport, respect de la règle. Mais il y a eu des histoires incroyables avec ça. Ah ouais ? Oui, au long de mon parcours. Par exemple, j'ai fait du fleuret, de l'épée. Dans le pentathlon, il y a de l'épée, mais j'ai même fait du sabre. Et au sabre, c'est là où j'étais le meilleur au départ. Et puis, je me suis retrouvé un jour, j'avais gagné 2 compétitions. Dans la 3e compétition, à l'époque, il n'y avait pas de sabre électrique. Il y avait l'arbitre. C'était à toucher, annoncer. Enfin, annoncer. On avait des assesseurs et un arbitre. Donc il y avait 2 assesseurs de chaque côté, de chaque tireur, et un arbitre. Et puis je me suis retrouvé avec les 4 assesseurs et l'arbitre du même club. Et à chaque fois que je touchais, la touche n'était pas annoncée. Et donc j'ai perdu le match. Je savais que je l'avais gagné, mais je l'ai perdu. Et à la fin, j'ai mis un coup de sabre à l'arbitre. Oh, wow. Et je ne pouvais pas accepter cette injustice. Et mon père, qui était pas très loin, est arrivé et m'a dit on fait pas ça à un arbitre. J'ai dit oui, mais on m'a volé, etc. Il m'a dit oui, mais on fait pas ça quand même. Et c'était très très difficile. Et dans la voiture, en rentrant, on en a reparlé. Il m'a dit on fait pas ça à un arbitre. Je lui ai dit j'avais raison. Non, t'avais pas raison. Fais pas ça à un arbitre. Ouais. J'ai dit très bien, je ne ferai plus jamais de sabre. Ce jour-là, je lui ai dit ça. Et ce qui est amusant, c'est que une vingtaine d'années après, il y avait des championnats du monde UFOLEP. Moi, j'étais à l'INSEP à l'époque en équipe de France de pentathlon, mais j'étais venu faire avec mon club d'origine les championnats de France UFOLEP. Il y avait un fleurettiste, un épéiste, une fleurettiste qui était ma sœur d'ailleurs. Et puis il y avait un sabreur et c'était mon père. Et il y avait une tournante au niveau de l'arbitrage avec les assesseurs, etc. Et je me retrouve à arbitrer, ce qui était normal. Et j'arbitre mon père, qui faisait son match de sabre. Et à la fin du match, qu'il a perdu, il a râlé contre moi, l'arbitre. Et je lui ai dit, tu te souviens, quand j'avais 12 ans, tu m'as dit, l'arbitre, etc. Donc maintenant, j'ai 25 ans, à peu près. Je lui ai dit, t'as tort. On ne parle pas comme ça à l'arbitre, même si c'est ton fils. C'est ça. Et il m'a dit, puisque c'est ça, je rentre au vestiaire. Et il est parti, il est rentré au vestiaire. Et donc on s'est retrouvés, on avait perdu donc un tireur, mais on s'est retrouvés, et on a été champion de France après. Mais on s'est retrouvés en demi-finale, je crois, avant de faire la finale. Et donc on était 4 sur les 5. Et lui, il était parti, s'était rhabillé, il était revenu dans les tribunes, etc. Et puis quand on a annoncé le début de la compétition, il a repris son sac d'escrime, il est allé au vestiaire, il s'est rechangé, il est revenu, il n'a rien dit, j'ai rien dit non plus. Et puis on a gagné la compétition. Et vous avez gagné. Et voilà. Donc ça, c'est le rapport aussi à la justice et à la règle du sport. La règle, elle est sacrée. Ouais. Même quand d'autres la travestissent, on doit la garder sacrée. Parce qu'au pentathlon, on va parler des disciplines, mais au pentathlon, il y a quand même certaines disciplines où, évidemment, l'arbitrage, oui, comme l'escrime. Enfin, maintenant, avec l'arbitrage électrique. Oui, il y a beaucoup moins de problèmes, surtout à l'épée. Surtout à l'épée, quand même. Ouais. À l'épée, c'est le premier des deux qui touche s'il y a un écart de 1/25e de seconde. Voilà. Donc, voilà, à partir du moment où on est sur la piste, qui est électrifiée aussi... si on est bien branché, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, normalement.
Alors moi j'ai vu aux Jeux Olympiques, même en épée, et parfois les arbitres vont voir le replay, hein, parce que pour eux c'est pas si... Parce qu'il y a des joueurs qui comptent. C'est surtout au fleuret et au sabre. Au fleuret et au sabre, ouais. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a des conventions. Donc quand l'attaque est portée, elle doit être parée. S'il y a une contre-attaque, il faut voir si le temps a été pris ou pas. C'est un peu compliqué pour les néophytes. Mais bon, pas pour les spécialistes, mais il y a des nuances qui sont parfois difficiles à juger. À l'épée, on n'a pas ces problèmes. Alors justement, tu dis, moi j'étais bon en escrime. Pourquoi tu t'arrêtes pas à l'escrime ? Pourquoi tu en fais plein d'autres ? Parce que le pentathlon, on rappelle, il y en a quelques-uns de sport. C'est pas qu'une seule épreuve, quoi. Exactement. Il y a du tir, de l'escrime, de la natation, de l'équitation. De l'équitation, tir au pistolet. Et puis aujourd'hui, l'équitation est remplacée par l'obstacle, là, maintenant, pour l'avenir. Mais donc, quand on parlait d'escrime, en même temps, je faisais tous les crosses scolaires, je faisais du canoë, je faisais du rugby, parce que dans le sud-ouest, si on n'a pas fait du rugby avant l'âge de 12 ans, on n'a jamais le stamp approved sur le front, là. Donc on peut faire n'importe quoi après. On peut faire n'importe quoi après, mais il faut avoir fait du rugby avant. D'accord. Donc bien sûr, je suis passé par là, je jouais centre, j'adorais ça d'ailleurs. Ouais. Mais alors l'escrime, c'était aussi une passion, mais j'avais envie d'être dehors aussi. Donc en fait, j'ai commencé à pratiquer plusieurs sports. Mon père, prof d'éducation physique, on avait accès à tout, mes deux sœurs aussi. Ouais. Donc on pratiquait énormément de sport. Donc toi on et était deux trois, sœurs. oui. Ouais. Et parfois on était plus. Ouais. Parce qu'il y avait tout un tas d'amis qui étaient aussi à la maison, qui faisaient du sport avec nous, avec qui on partageait. Voilà, ouais, tu m'as dit dans ce autre contexte, tu m'as dit que ton père était quand même un homme d'équipe, un homme de communauté. Hein. Il y avait toujours du monde, quoi. Hein. Vous étiez oui, on avait plein rarement, d'amis, et puis quand s'ils n'avaient pas assez d'équipement ou autre, mon père achetait l'équipement pour eux, et puis voilà, on partageait tout. C'était un sportif. Lui, le sport pour lui, c'était la vie. Oui, parce lui, il avait fait de l'athlétisme. Et puis il est devenu prof d'éducation physique, et puis en même temps il est devenu maître d'armes aussi, donc il avait vraiment cette volonté déjà par l'éducation physique de faire des choses. Le concept de différence entre éducation physique et sport, il n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui, mais il était un précurseur, mais aussi. Il concevait ça, pas seulement... de la gestualité qui permet de bâtir un corps solide, sain, etc. Mais c'était vraiment le partage. C'était un éducateur. C'était plus qu'un entraîneur, c'était un éducateur, un vrai éducateur. Alors tu avances dans les compétitions, tu avances dans les sports. Tu m'as dit tout à l'heure, j'étais à l'INSEP, je faisais déjà du pentathlon, donc tu dois y arriver vers 15, 18 ? Je suis à l'INSEP à partir de... Je suis à l'INSEP tard parce que je rentre en équipe de France seulement à 21 ans. Ah oui. Mais non, je commence le pentathlon vers 13-14 ans. 13-14, ouais. En fait, je touchais à tous les sports, et même en compétition, et puis j'avais plus assez de temps pour m'entraîner assez dans chaque. Donc, et en même temps, j'avais envie de continuer à faire plusieurs choses. Et un jour, on a découvert, waouh, il y a un sport. On peut même aller aux Jeux Olympiques avec ce sport. Ah. Et en fait, on en fait plusieurs, donc c'est génial, on va être dehors, on va être dedans. C'est top. Ouais, complètement. Et... ça t'évitait de choisir, en fait. Absolument, et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce qu'il y a aussi le décathlon, l'heptathlon, mais ça c'est de l'athlé uniquement, c'est-à-dire oui, c'est tout sur le stade. Voilà, c'est tout sur le stade. Là, toi, tu voulais un truc qui fasse plusieurs choses différentes. C'est l'athlète caméléon, un peu. Ouais. Il y a deux épreuves physiques, la natation et la course. Il y a une épreuve où on rencontre l'autre dans son intelligence, etc., où il y a de la tactique, c'est l'escrime. Il y a une épreuve de maîtrise de soi, c'est le tir. Et quand on est explosif à l'escrime, mais qu'après il faut être très calme dans un stand de tir, c'est des problèmes qui sont intéressants. Et puis le tirage au sort du cheval, de s'adapter. C'est important, pardon, je te coupe, mais c'est important de dire à ceux qui nous écoutent qu'en pentathlon, on ne choisit pas son cheval. Hein. Absolument, on le tire au sort, donc on n'est pas le spécialiste d'un cheval, mais on doit être adaptable à la monture qui nous a été assignée par le tirage au sort. C'est des montures qui ont toutes le même... Alors j'allais dire le même standard. Parce que, bon, on ne peut pas venir avec un cheval qui ne sait pas bien sauter, ou un cheval... Enfin, ce sont des chevaux qui sont tous à peu près du même niveau de performance. Quoi. Mais ils ne sont pas clonés.
Non, non, ce sont des êtres vivants. Ils ont leur caractère. Ils ont leur caractère. Il y en a qui ont des grandes foulées, d'autres des petites foulées. Il y en a qui sont confiants, d'autres qui le sont moins. C'est une vraie psychologie. Donc, et quand vous montez sur un cheval, que vous tirez au sort, en 5 à 10 secondes, le cheval a compris qui est sur son dos. C'est vrai ? Il l'a compris. Il y a des vibrations sur son échine, etc. Le contact qu'on peut avoir avec les jambes, l'assise, et puis le contact avec la bouche à travers les rênes, il a tout de suite compris à qui il a affaire. Donc, en fonction de son caractère, il peut être plus ou moins confiant. Et il faut établir cette relation de confiance. Et on a 20 minutes pour ça. C'est une relation humaine, c'est-à-dire relation interpersonnelle. C'est-à-dire qu'il peut aussi ne pas aimer la sensation qu'il a sur son dos. Ça arrive, quoi. Complètement. C'est pour ça qu'il faut être adaptable. Il faut être adaptable, il faut être modeste. Et c'est le sujet cheval qui est important. Et c'est pas le cavalier avec ses talons bien en bas, sa position élégante qui compte. Voilà. Ouais. On doit faire du cheval inconnu un partenaire avec lequel on va accomplir une performance. Mais ça peut arriver que tu tires un cheval au sort et que tu le montes et qu'il ne te plaise pas. Parce que l'homme aussi ne peut pas aimer sa monture. Bien sûr. Moi, j'étais assez polyvalent, mais il y a des chevaux qui aussi sont pas bien ce jour-là, comme les humains. Ils ont mal dormi, ou ils ont été un peu malades, ou ça arrive. Ou ils sont pas bien, ou ils sont nerveux parce que il y a un public qui comprennent pas. Voilà, ça peut arriver. Mais même dans mes amis, si on prend Pierre Durand Japlou. Japlou, c'est un cheval qui était extraordinaire, c'était un athlète de haut niveau, et quand il était dans une compétition, on voyait les 2 oreilles pointées vers l'avant, complètement concentré, et une fois que c'était terminé, pour la remise des prix, mais un photographe qui bougeait dans une tribune le faisait paniquer, etc. Il y a vraiment un caractère personnel aussi de chaque animal auquel il faut s'adapter. C'est assez passionnant. Bah oui, bon, c'est quand même aussi une espèce d'acceptation de l'imprévu, de ce qui peut ne pas fonctionner, parce que j'allais te dire, quand on fait de l'escrime, quand on fait de la natation, plus ou moins, on contrôle tous les paramètres. Au moins ceux qui... Alors surtout en natation. Surtout en natation, ouais. Parce qu'il y a très peu d'aléas à la performance. On réussit ou on réussit pas à son départ, mais ça joue sur un quart de seconde. Ouais. En escrime, c'est déjà plus difficile. On discute avec une autre intelligence. Donc, en fonction aussi des cycles qu'on peut avoir soi-même, on est plus ou moins performant. Mais alors en équitation, là, il y a un autre être en plus qui rentre dans l'équation. Donc, voilà, le parcours, lui, est le même pour tout le monde. On l'a vu à pied, mais on l'a jamais fait à cheval. Et si on a un cheval qui tourne bien, qui tourne pas bien, qui a des grandes foulées, des petites foulées, il va y avoir plus ou moins de foulées entre 2 obstacles. Il faut comprendre comment ça va se passer. Est-ce que tu montes toujours ou pas ? Non. Je peux à l'occasion, mais c'est pas... je suis pas quelqu'un qui a besoin de monter à cheval. J'ai des amis qui ont des chevaux, ils adorent... aller les voir le matin, etc. Moi, je suis pas trop comme ça. J'adore exploiter un cheval sur un parcours. Par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est pas l'animal que je préfère par rapport au chien, par exemple. Voilà. Et puis, les chevaux... je préfère les chevaux mécaniques, souvent. Tu préfères les chevaux mécaniques, ouais. Il me semble d'ailleurs que tu as un cheval mécanique qui a des ailes. Voilà. Comment tu arrives d'ailleurs à l'aviation ? J'arrive à l'aviation, c'est quelque chose auquel j'avais pensé, mais à une époque, j'avais ni le temps ni l'argent pour pouvoir le faire. Oui, parce que c'est une passion quand même... un petit peu. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de technique. Ça prend un peu de temps, pas tant que ça. Mais enfin, moi, j'ai essayé de passer mon brevet, ça prend du temps quand même. Oui, c'est une passion. En fait, une année, on a eu un championnat du monde au Guatemala. Et puis, j'ai un ami qui est... De pentathlon, hein. Voilà, qui est un ami j'étais déjà dirigeant à l'époque, mais
J'ai un ami qui est membre honoraire, mais qui était membre du CIO, ancien ministre aussi là-bas, qui s'appelle Willy Kalschmidt au Guatemala. Et puis, on avait ce championnat du monde et il m'avait invité après 3 jours à passer dans la jungle où il a une maison là-bas, et puis qui est assez loin de Guatemala City. Et puis, on devait y aller en voiture au départ. Il m'a dit, oui, ça prend 7 heures. Il y a des trous partout, et puis il y a parfois, les voitures se font arrêter, c'est pas toujours sûr. Pas très sûr, ouais. Donc, je lui dis, ça fait 14 heures aller-retour. Bon, j'adore la jungle, hein, j'ai envie d'aller voir ça. mais quand même... Il me dit, mais si tu veux, on y va en avion. Je lui dis, bah oui, parce que lui, il est pilote. Et donc, on est parti avec son Cessna, et donc lui, il était à gauche en pilote, et puis moi, j'étais à droite en passager, et puis voilà. Et on est passé à côté de montagnes en allant vers là-bas, et je voyais à 200-300 mètres sur le côté. En Cessna, on vole assez bas. Hein, voilà, mais on était en dessous du sommet, mais on passait à côté, et je voyais les cascades. C'était une merveille absolue. Et donc, on a fait ça à l'aller, on a fait ça au retour, quelques jours après. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je commence. Ouais. Et je suis rentré, je devais partir en Australie. J'ai commencé en Australie, les premières leçons, tout de suite. Et direct en anglais. Bon, il faut dire à ceux qui nous écoutent que le langage radio, qu'on soit en France, en Italie, en Espagne, n'importe où, on parle en anglais déjà. Hein. Alors, donc, en France, on peut parler en français, mais... Bon, c'est aussi bien de parler en anglais, parce que comme ça, on peut aller partout. Oui, puis on reste habitué, quoi. Exactement. Donc, j'ai commencé en Australie, et puis je suis rentré ici, j'avais beaucoup de travail, donc je n'étais pas prêt encore pour continuer, mais au bout de 5 ou 6 mois, j'ai eu un problème à régler pour des gens de Monaco, avec Cannes, etc. Et ils m'ont dit, viens avec nous. Donc, je suis rentré dans le club là-bas. Et là, pendant 1 an, tous les 2 ou 3 jours, j'étais le premier en l'air, parce que je partais très très tôt avant le lever du jour. Et au lever du jour, j'étais en l'air, dès qu'on avait le droit de décoller. Oui. Et puis après, je faisais mon travail d'élève pilote. Et j'arrivais ici vers 9h30, 10h à Monaco, voilà, pour continuer la journée. Ouais. Au bout de 12 heures, on m'a lâché. Ouais. Sur le circuit d'aéroport. Donc là, c'est un moment génial parce que c'est la première fois qu'on est seul dans l'avion et qu'on est responsable du décollage et surtout de l'atterrissage. Surtout. Donc ça, c'est un grand moment dans sa vie. Et puis le deuxième grand moment, c'est le jour où l'instructeur vous dit tu peux partir en navigation tout seul. Ça, c'est un moment génial. On s'en va, on découvre le paysage en dessous. Et puis un peu plus. Et puis on croit qu'on est un bon pilote tout de suite. Et en fait, on n'est pas un bon pilote. Alors quand on a 100 heures, on croit qu'on est un bon pilote. Quand on en a 150, on comprend qu'on ne l'est pas. Quand on en a 400, on croit qu'on est un bon pilote. Quand on en a 500, on sait qu'on ne l'est pas. Voilà. Et on devient un pilote acceptable. Et on dit, il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes. À partir du moment où on a au moins 1000 heures, là, on commence à avoir là, ça y est. Un peu d'expérience. On est sorti par tous les temps, etc. Mais c'est un moment merveilleux. Tu as combien d'heures, là ? J'en ai 1500 à peu près. En solo. En solo. Voilà, et c'est... Tu pilotes Cessna ? C'est des bimoteurs, en fait, hein ? Non, c'est un monomoteur, un Cessna 206, c'est un 6 places. C'est le gros Cessna, c'est le gros des petits. C'est avant le jet, quoi. Ah oui, quand même, largement en levette. Mais c'est pas plus difficile de piloter un jet. Oui, tu peux piloter un jet aussi, avec le brevet que tu as. Il faut se qualifier. Non, un jet, non, je peux piloter un turbine monomoteur. Genre un Pilatus. Ok. Voilà, ça on peut. Déjà pas mal. Après, il faut se qualifier sur l'avion, bien entendu. Toujours. C'est-à-dire que on change pas d'avion. C'est pas. Là aussi, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent. C'est pas une voiture, hein. Tu changes pas de voiture. Enfin, tu changes pas d'avion comme tu changes de voiture. Non. Il faut que tu puisses. Si on trouve pas les boutons, on s'arrête pas sur le bord de la route. Là. C'est ça. Faut pas que. C'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est pas parce que tu as choisi un avion comme ça dans la vitrine que ça va être possible. Exactement. Mais ce qui est génial pour un ancien pentathlète qui est quelqu'un forcément d'un peu... c'est un hyperactif qui se contrôle. C'est génial d'avoir à gérer plusieurs paramètres en même temps quand on est en l'air. Et pour moi, c'est une façon de me détendre. C'est-à-dire je me concentre sur quelque chose d'autre. Et en même temps, c'est une relaxation par rapport à tout ce que j'ai à gérer chaque jour.
Parce que c'est un moment où on est obligé de penser à autre chose. Ouais, c'est important ce que tu es en train de dire, parce que tu parles à la fois de l'hyperactif qui doit se contrôler et de cette charge mentale qu'on a tous, hein, parce que tous les adultes aujourd'hui dans la société ont une charge mentale. On a des responsabilités professionnelles, personnelles, familiales, amicales, sentimentales. Enfin bon. Et finalement, l'une des façons de s'alléger ce poids-là, c'est alors. Certains disent c'est se vider la tête, d'autres disent comme toi il faut penser à autre chose. Donc il faut trouver ça. C'est pas facile à trouver quand même. Oh, enfin, moi, je l'ai pas cherché, mais non, mais tu savais qu'il fallait que tu trouves quelque chose comme ça. Ben, moi, je pense que ce qui tient un individu aussi en équilibre, c'est qu'il y a un sens à la vie, ouais. et pour moi, c'est les passions. Mais c'est la passion, mais partout. C'est-à-dire que j'ai la passion pour l'aviation, j'ai la passion pour Peace and Sport, j'ai la passion pour ma famille, ma femme, mes enfants, mes amis. Ce n'est que passion. Tes enfants, ils font du sport déjà ou pas? Oui, bien sûr. Ah. Ma fille fait de la GR, de la gymnastique rythmique, de façon assidue, mais elle fait de la voile aussi. À Monaco, on a un club fabuleux. Avec le Yacht Club et une école de sport fabuleuse avec des gens hyper compétents, c'est génial pour les enfants. Puis il y a la mer à côté. Il y a la mer là, oui. On les met dans l'eau même, ils dessalent les bateaux en plein hiver. Les enfants qui ont 9 ans, 10 ans, c'est génial pour eux. Ils apprennent ça. Et mon fils, il fait de l'escrime, de la natation, du tir. Il a commencé un petit peu le pentathlon, il a commencé l'obstacle aussi. Et il fait aussi de la voile. Voilà. Et, il a commencé l'obstacle, mais il est petit. Il a un poney. Non, quand je dis l'obstacle, la nouvelle discipline du pentathlon. D'accord, pardon. Donc il fait ça en stage de temps en temps, donc il est content, l'impression d'être John, d'être Tarzan là, ou Ninja. C'est bien ça. Ouais, c'est super, oui. Pourquoi est-ce que le pentathlon a choisi de remplacer l'équitation ? C'était devenu trop compliqué ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est... c'était pas suffisamment fair-play, c'est-à-dire que il y a quand même, tu disais tout à l'heure, il y a quand même des différences entre les chevaux. Être sûr que l'équité est garantie par l'équidé, si je peux me permettre, c'était pratiquement impossible. Et moi, ça m'est arrivé. Hein. Jeux Olympiques à Los Angeles, au niveau individuel, je dois sortir avec une médaille, je la sors pas parce qu'il y a un problème à l'équitation avec le cheval. Le cheval, ça va pas. Et donc, vous avez des cavaliers moyens qui sortent des tours sans faute, et puis des super cavaliers qui parfois on voit 8 ans d'entraînement ruinés à cause du tirage au sort. Ouais. Donc ça, c'était un problème pour le CIO aussi de voir ça. Après, c'était un frein au développement. Développer l'équitation en Afrique, on est forcément absent à certains endroits de la carte du monde avec notre sport. Donc là, aujourd'hui, on s'est doté d'une nouvelle discipline qui permet... le Ninja Warrior. Voilà, Ninja Warrior, qui permet aussi... alors c'est une forme de Ninja Warrior, mais qui permet d'avoir une politique aussi plus urbaine, d'aller dans les quartiers, de proposer l'accès au pentathlon à des gens d'origine sociale différente aussi, même si on a des gens d'origine très modeste qui sont au pentathlon, mais ils sont en nombre réduit. Alors que là, ça devient possible pour tout le monde, pratiquement, à partir du moment où il y a des clubs qui s'implantent. Voilà, donc c'est une chance pour le développement. Ouais, je t'écoute là et je me dis, finalement, c'est pas un hasard. Hein. Le pentathlon ne pouvait te mener que logiquement vers Peace and Sport. Parce que, comment ça naît l'idée de Peace and Sport, en fait ? C'est un moment où tu te dis, moi aussi, j'ai cette conscience. Oui, c'est pas forcément le pentathlon, c'est le sport. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la pratique, c'est mon père au départ qui nous met tous à égalité, sans aucune préférence par rapport aux autres, et donc on s'aperçoit de la relation qui naît avec les autres. Y compris filles et garçons, hein, parce que tu as deux sœurs. Oui, complètement. Et puis après, on s'aperçoit qu'on a aussi changé personnellement, on est plus ouvert d'esprit, on est plus indulgent, on est plus dans le respect. C'est un affrontement paradoxal, le sport. T'étais pas indulgent, toi ? Non. Je pense que je l'étais pas. Et ce qui est fou, c'est que
plusieurs fois, mes assistantes sont allées chercher des archives à l'INA en France parce que je garde pas trop, moi. J'avance, et souvent je regarde pas trop derrière. Mais ils sont allés chercher des archives parce qu'on nous demandait des archives pour faire un portrait ou des choses comme ça. Ouais. Et j'ai écouté ce que je disais quand j'avais 25 ans, 28 ans, 30 ans. Je dis, mais c'est pas moi, ça. Ce mec a l'air tellement sûr de lui, alors qu'il connaît rien. Ouais, mais bon. Aujourd'hui, c'est pas la même personne. Et c'est le sport qui m'a changé. C'est le parcours, c'est les autres, c'est cette tolérance passive qui naît en vous, ouais. et qui fait que on va comprendre pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi ils sont pas comme ça, c'est une richesse à la fin, et puis on a envie de faire en sorte que ce vecteur-là qui permet de les rassembler, mais aussi de les comprendre dans leurs différences, à partir du moment où elles sont acceptables aussi, parce qu'on n'accepte pas n'importe quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il y a peut-être un point qui est un point, un plafond, j'allais dire. Un plafond ou une limite basse, appelle ça comme tu veux. Parce que moi, pour te connaître aussi, je sais que tu acceptes pas tout. Hein. Non. Mais par exemple, pour moi, la tolérance, c'est pas accepter l'intolérance. Oui, il y a des choses qui te révoltent quand même. C'est la limite de la tolérance, et il y a un encadrement. La démocratie, pour moi, elle doit être aussi encadrée. C'est-à-dire, c'est pas l'autorisation de faire et de dire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que le sport est un modèle, parce qu'on évolue à l'intérieur de règles. Et pour un gamin d'apprendre très tôt à rencontrer la différence dans le respect de la règle équitable, ça lui permet derrière d'intégrer aussi les règles de la société. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui fait que le sport est formateur et éducatif. Et c'est ce qui fait que pour moi, professeur d'éducation physique au départ, parce que j'ai un CAPES que je passe en 77, j'ai toujours fait la différence entre éducation physique et sport. Pour moi, c'est le sport qui est porteur d'éducation, c'est pas l'éducation physique. L'éducation physique n'est éducation que si elle est sportive. Si elle est physique et sportive. Et si pourquoi ? Parce que le les sport, règles du sport. Voilà, le sport porte dans son ADN autre chose que de la performance, de l'excellence, une vitrine pour des produits marketing ou l'idéologie d'un pays. Il porte à l'intérieur de lui-même cette possibilité de soutien aux droits de l'homme et à la démocratie. Il le porte. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut pousser pour contribuer à un monde meilleur quand on s'intéresse au sport. Contribuer à un monde meilleur, est-ce que tu penses que c'est possible ? Oui, bien sûr. Ouais, je pense que c'est possible. Ça a l'air comme ça ma question, mais je t'assure, moi je me pose la question. Moi j'en suis sûr. Pourquoi ? Si on conçoit le sport de cette façon-là, et qu'on regarde ensuite le network du sport au niveau global, au niveau mondial, vous avez les fédérations internationales, les fédérations nationales, les clubs. Il y a un maillage incroyable de la société globale par le sport. Et le mot « part », il est fondamental. C'est au titre du mot « part » qu'on doit pousser le développement du sport. C'est pas au titre du mot « pour ». C'est pas pour le sport. C'est pour ce qu'il peut permettre de faire. Et donc, on peut être optimiste, parce que comme il est global, et qu'il l'est de plus en plus, si les dirigeants sont conscients du fait que, effectivement, ils peuvent contribuer à quelque chose de différent en travaillant bien. Et alors, j'ai envie de parler au monde du foot. Pour moi, c'est pas possible de voir des joueurs qui s'avancent vers un arbitre et l'arbitre est obligé de baisser les yeux parce que les joueurs s'avancent vers lui. Les dirigeants du foot ont une responsabilité. De faire en sorte que la règle soit tellement sacralisée que finalement on ne va pas contester parce que l'arbitre a prononcé une décision et les supporters vont l'accepter aussi. C'est du long terme, mais il faut le faire. Et à partir du moment où on fait ça, vous regardez en rugby, ça se passe différemment, mais dans beaucoup de sports, ça se passe différemment. Mais ils sont moins centraux que par exemple le football. Il y a un énorme travail encore à faire avec le football pour qu'il soit citoyen. Et je pense que c'est possible.
Mais après, voilà, le sport citoyen, c'est pas toujours simplement le grand sport de haut niveau, etc. C'est le sport du quartier. Et le champion qui est un donneur d'ordre, qui est un exemple pour les jeunes, c'est pas forcément le champion du monde ou le recordman du monde. Bien sûr qu'ils ont un rôle énorme à jouer, ces gens-là. Mais le champion de la rue, il parle aux jeunes de la rue. Et si c'est un modèle, eh ben les jeunes de la rue vont le suivre. Et s'il s'inscrit dans une citoyenneté, quelque part idéale, si je peux m'exprimer ainsi, les jeunes seront de meilleurs citoyens aussi. Bon, on a tous en tête, là, puisque il y a quelqu'un qui est très important au sein du groupe des champions de la paix et de Peace and Sport. À tes côtés, c'est Didier Drogba. Et on a tous en tête le moment où, dans les vestiaires, il demande à toute l'équipe de se mettre à genoux pour demander la paix dans leur pays. Enfin, c'est l'appel de Khartoum. C'est l'appel de Khartoum, hein. Les joueurs de l'équipe nationale, pays divisés entre le Nord et le Sud, sont tous d'ethnies différentes et ils jouent tous ensemble et ils gagnent. Ils gagnent, ouais. Et pendant qu'ils gagnent, tout le public, quelles que soient les factions, si je peux m'exprimer ainsi, les regarde à la télévision. Ils posent les armes, ils regardent l'équipe. Ils disent, mais faites comme nous. Parlez-vous, faites des élections, discutez, etc. Et pendant 3 mois, ça passe à la télévision, ce spot. Ouais. Et ça change complètement la vue que les gens peuvent avoir sur la réalité. Est-ce que tu penses, là tu parlais de modèles, et d'ailleurs le thème, l'angle que vous aviez choisi au forum de cette année pour Peace and Sport, c'était parler de la paix, enfin utiliser votre voix, vous qui avez cette capacité à influencer, parler de la paix. Est-ce que tu penses que ce message-là, les sportifs aujourd'hui, qu'ils soient, tu l'as dit, du coin de la rue ou champions du monde, est-ce qu'ils commencent à y adhérer ? Oui. Oui, ils y adhèrent et ils ont de plus en plus une conscience politique qui arrive en même temps que la notoriété, quelque part. Donc, ouais, c'est vrai que c'est conjugué. Hein. Oui. La notoriété apporte, parce qu'ils sont tout de suite, pas pris à témoin, mais on utilise, ou on essaye d'utiliser leur image. Donc peut-être ils se rendent compte de ça, non ? Oui, avec les côtés négatifs et positifs, avec les social networks, avec tout ça, mais... et d'ailleurs, le CIO a assez bien travaillé là-dessus parce que on a vu des athlètes avec des points levés sur des podiums, etc. Bon, quand on fait ça... Très tôt, hein, oui. Parce que je crois que le premier point levé, c'est 68 ou 60, quelque chose comme ça. Oui. Enfin, c'est 55 ans, hein. Oui. C'est il y a Et 5. ça, c'est sur un podium. Et quand on fait ça sur un podium, on pollue l'image aussi de celui qui est sur le podium avec vous. Et je crois que le CIO a pris une bonne décision à ce niveau-là, c'est-à-dire que on ne va pas polluer un podium, mais par contre, on pourra parler à côté, on pourra parler en zone mixte, on aura la possibilité de s'exprimer à d'autres moments. Et après, on peut le faire tout seul aussi en tant que citoyen responsable. Il faut savoir parler, il faut savoir ne pas parler. On sanctuarise le lieu ou le moment, c'est ça que tu dis ? Oui. On sacralise la règle et on sanctuarise le lieu. Parce qu'il y a eu, maintenant, avec la guerre en Ukraine, il y a eu cette discussion mondiale sur on accepte certains athlètes, on en refuse d'autres, on se fait la bise ou pas après les matchs, quand on est au tennis, on se serre la main ou pas, enfin, etc. Et ça a divisé quand même l'opinion du monde. Hein. Est-ce que tu l'entends, ça ? Oui, je l'entends, et là, moi, je pense que le CIO a fait une erreur au départ. Je pense que... En excluant les athlètes, tu veux dire ? Oui. Ouais. Je pense que, et d'ailleurs on l'a dit, ça nous a quand même valu quelques petits crocs en jambes après. Ouais. Mais oui, parce que le CIO est puissance. Hein. Mais le CIO, c'est un organisateur d'événements aussi, donc je comprends que c'était difficile pour eux, mais nous on va réfléchir dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est le mérite qui donne le droit de participer à la grande compétition. C'est pas le passeport. Donc c'est le mérite, c'est le niveau, c'est ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est peu importe l'origine. Exactement, c'est le droit, c'est un droit qui est attaché au niveau de performance. À l'effort. Voilà, bien sûr. Donc on a tel niveau, on a le droit de participer aux compétitions avec les meilleurs. Et en fonction du nombre de places disponibles, etc. Des quotas par pays, par continent, voilà. Et c'est rien d'autre. Et c'est ce qui permet justement de sacraliser le sport au-dessus de tous les conflits. Pourquoi ? Parce que
Dans le sport, on n'arrive pas avec sa naissance, on arrive avec un niveau, un mérite, un engagement, etc., un niveau de performance. Et on est en relation d'équité avec les autres, et il y a une vérité qui s'exprime après, à la fin d'une compétition. Donc ça permet de créer des relations avec tout le monde. Ça permet aussi à des gouvernements de se rencontrer de façon pacifique, avec parfois des diplomates aussi autour des équipes, parfois équipe contre équipe, parfois équipe mixte contre équipe mixte, et on le fait très bien à Peace and Sport. Ça permet d'établir des relations et de les maintenir, ou de prévenir des divisions potentielles en gardant des contacts, etc. Si vous enlevez ces athlètes-là pour X raisons, cette communication possible n'existe plus. Alors, bien sûr, quand il y a des moments de guerre, c'est très difficile de travailler sur la paix par le sport. Mais on peut le faire avant et on peut le faire après. Ouais. Et si les gens étaient très divisés, on regarde dans la région des Grands Lacs en Afrique, où il y a eu des génocides, etc., c'est très difficile de remettre les gens ensemble, parce qu'il y a des haines qui sont transmises. Mais si vous regardez les haines, par exemple, entre les Français et les Allemands dans les guerres qu'on a pu avoir, les haines, elles étaient aussi transmises. Et aujourd'hui, elles ont été, elles ont disparu. Elles ont disparu parce que la jeunesse, à travers en particulier le sport, mais aussi des échanges culturels, a découvert que on pouvait avoir des relations complètement fraternelles, qu'on était la même jeunesse, même s'il y a une frontière entre les deux. Et ça, c'est possible dans beaucoup d'endroits, avec le sport qui a cette universalité, cette neutralité, cette capacité à mettre ensemble. D'ailleurs, alors, quand tu dis le sport a cette capacité de mettre ensemble, quand Peace and Sport, puisqu'on va un peu parler de Peace and Sport quand même, hein, quand Peace and Sport démarre un projet ou soutient un projet dans un pays, c'est pas forcément des sportifs de ce pays-là d'ailleurs qui se déplacent. Moi, j'ai vu des images de Marlène Arnois qui était en Amérique du Sud, je crois, ou en Colombie. Là, c'est pas son pays d'origine. Elle s'engage pour Colombie, en Afrique. Oui, en Afrique. Donc ça veut dire que vous faites pas à Peace and Sport forcément un rapport entre l'origine du champion de la paix et les jeunes qu'il va rencontrer, quoi. Non, mais on le fait aussi, mais pas obligatoirement. C'est sûr que quand Didier Drogba s'exprime en Côte d'Ivoire, il a une aura, etc. Mais Marlène, elle peut s'exprimer là-bas aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle va s'exprimer au public du taekwondo, qui la connaît, parce qu'elle est médaillée olympique. Mais après, ils vont pouvoir s'exprimer aussi auprès du champion de la rue dans le pays, qui lui sera peut-être aussi connecté avec Marlène Arnois ou Didier Drogba. Oui, enfin, on peut en citer d'autres. Hein. Moi, j'ai vu Florent Pietrus, parce qu'on vous a suivi pendant presque toute une année. Donc aussi à Colissi. À Colissi. Quand il parle à des jeunes des ghettos, qu'il leur dit il n'y a pas une histoire écrite définitivement au niveau social pour toi, qui est né dans un ghetto. Le sport peut te faire sortir. Lui qui vient d'un ghetto, d'ailleurs. Absolument. Donc c'est l'exemple vivant qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a cette force de l'exemplarité aussi, hein. Parce que tout à l'heure tu parlais du respect des règles, qui est déjà une première exemplarité, qui est une exemplarité morale. Et il y a aussi l'exemplarité de la performance. Hein. Ça marche, ça ? Bien sûr, ça montre aussi. Oui, ça marche. Et puis le champion, il n'est pas devenu champion simplement en respectant la règle et puis en travaillant beaucoup. Il s'est inscrit dans une logique dans le temps. C'est le temps long. Parce que quand on voit des jeunes, par exemple, dans les quartiers, qui voient des spots à télévision, on leur montre des trucs luxueux, par exemple. Moi, j'ai rien, je veux ça tout de suite. Dans le sport, on montre que ça n'arrive pas tout de suite. Il n'y a aucun champion du monde qui est devenu champion du monde en 5 minutes. Ça n'existe pas. Il a fallu travailler, il a fallu respecter les règles. On a perdu plus souvent qu'on a gagné, très souvent au long du parcours. Donc, on a appris à perdre, mais à rester positif. Et on a appris à gagner sans tomber sur la gloriole, parce que sinon, les autres, ils vous remettent en place très, très vite. On a appris tout ça. Donc ça, ce sont des exemples qui sont très formateurs. Et c'est quelque chose qu'on peut transmettre. En disant, voilà, là, tu peux t'inscrire dans quelque chose. Moi, j'avais monté à Paris, il y a une époque... un programme qui s'appelait Champions dans la rue, où je faisais venir les champions dans la rue, et rencontrer les jeunes qui étaient dans la rue, dont certains allaient casser des voitures, allaient piquer les autoradios, etc. Et on les faisait rentrer dans des clubs de sport.
et les clubs de sport qui étaient partenaires du programme n'étaient pas des clubs où on allait forcément chercher la performance. On regardait tout de suite la relation à la règle, la relation au temps, la relation à l'entraîneur, la relation à l'arbitrage, etc. Et on avait des jeunes qui progressivement changeaient, qui devenaient bons à l'école, qui devenaient tout simplement des bons citoyens et qui, plus tard, pour certains, s'inscrivaient dans un parcours social comme n'importe qui sortant d'un milieu, entre guillemets, privilégié. Ouais, c'est une forme... ce que tu décris, c'est parce que tu parles de persévérance, mais c'est une forme de ténacité aussi, hein, qu'il faut trouver ou qu'il faut transmettre. Parce que pour quelqu'un qui arrive du Lot, la ténacité, c'est un peu dans l'ADN, non? Un petit peu, oui. Climat un peu rude, etc. C'est ça. Non, mais on parle souvent de ce qui fait la différence entre un champion et un super champion, ou en tout cas quelqu'un d'exception. Il y avait Nicolas Karbatis, il n'y a pas longtemps, qui me disait je ne sais pas ce qui fait que moi, je suis différent, mais je sens que qu'il y a eu quelque chose en moi qui a fait que j'ai jamais lâché. Oui, bien sûr. Il y a aussi peut-être l'image de soi qui nous a été projetée par l'encadrement, par les parents. Oui. Parce que là, ils sont deux frères, tu vois. Et les Karabatic, ils sont deux frères. Oui. Et il y en a quand même un qui est meilleur que l'autre, quoi. Et donc, oui. meilleur. Les deux, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont bons tous les deux. Hein. Mais il y en a quand même un. Voilà, et il dit, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un truc. Oui, mais il y en a un qui est tout simplement meilleur joueur du monde, comme on a le meilleur joueur du monde en rugby aussi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a aucun champion qui est un lâcheur, c'est pas possible. Sinon, il s'arrête sur le parcours. Mais moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de... Parce que j'estime pas que j'avais un immense talent. Et pourtant, j'ai eu un record du monde à un moment. Mais... moi, je pense que tu avais un immense talent. Non, j'avais du talent, mais j'ai vu des gens qui étaient meilleurs que moi. Quand j'étais jeune, ils étaient meilleurs que moi. Mais ils travaillaient moins, mais ils étaient moins résilients, mais ils analysaient moins. Et puis, parfois, ils étaient blessés. Moi, j'étais pas blessé, parce que je récupérais mieux, parce que je gérais mieux un certain nombre de choses. Ouais. Et au bout d'un moment, on arrive au niveau, et puis au bout d'un moment, on stabilise, et puis à un moment, on est au-dessus, et après, on est au-dessus tout le temps. Et on peut gravir une autre marche, et encore une autre marche, et une autre marche. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi j'irai pas en haut? Peut-être que c'est possible. Et ça m'est arrivé. Et le jour où j'étais champion du monde, la première réflexion que je me suis faite, c'est « Ah bon, alors on peut être imparfait et gagner ». J'avais pas réalisé ça. Je croyais que gagner, c'était forcément atteindre la perfection. Et comme j'étais pas dessus, c'était impossible, quelque part. Et quand ça m'est arrivé, c'est la première réflexion que j'ai eue. Ah bon, mais alors on peut gagner en étant imparfait. Bien sûr qu'on peut gagner en étant imparfait. Mais aussi, on peut avoir un combat ou un projet comme Peace and Sport. Parce que quand même, quand tu crées Peace and Sport, je ne sais pas s'il y avait tant de personnes que ça autour de la table pour te dire, bien sûr, dans 10 ans, tu vas faire un forum international à Riyad, bien sûr, tu vas avoir... Non, il n'y avait personne pour ça. Mais il y avait quand même une personne, et je veux le dire... avec qui je partageais tellement que, même si on était sur une feuille blanche, m'a fait confiance et pensait que c'était possible. Il s'appelle Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Ouais. Voilà. Lui a ces valeurs-là profondément incarnées. Moi, j'ai beaucoup d'amitié, bien sûr, mais j'ai beaucoup aussi de respect pour ça, parce que lui, il est né premier dans la vie, mais il n'a pas eu peur d'être dernier dans le sport. Et il a accepté l'équité du sport pour se mesurer aux autres. Et en fait, c'est ce qui lui a aussi apporté un miroir objectif sur qui il est. Et c'est une personne remarquable pour ça, parce que je connais des gens, de ce niveau social, qui ne sont jamais allés se frotter en sport à d'autres. Ils en parlent, mais ils n'ont pas vécu de l'intérieur. Oui, mais lui, il a vécu 5 Jeux Olympiques. Exactement. C'est quand même, en tant qu'athlète, c'est quand même... Oui, mais pas aussi, bien sûr, olympien dans le sport d'hiver, mais il a connu plein d'autres sports. Il a fait des proms avec moi en pentathlon. Il avait commencé l'escrime, il faisait du sabre, mais il est allé à l'épée pour faire du pentathlon. Donc, quand on arrive du sabre et qu'on passe à l'épée, c'est pas évident. Au début, on gagne pas les matchs, donc il faut résister à la frustration. C'est pas évident. Il a ce parcours-là. Bon, c'est pas le seul, il y a beaucoup de gens, mais lui,
lui savait par son parcours que ce que je mettais sur la table, c'était quelque chose qui avait du sens. On ne savait pas du tout si ça réussirait. Moi, j'avais cette conviction très forte que ça pouvait réussir parce que j'avais déjà travaillé sur une organisation que j'avais créée à Paris en 91 qui s'appelait Rassemblement par le sport. C'était très important, le mot par. Et donc là, c'était quelque part, j'étais en train de créer la version internationale de ça, en dépassant le mot rassemblement et en allant jusqu'à toucher au concept de la paix. Ouais. Pardon, je vais te poser une question, tu vas me regarder de travers, mais là, aujourd'hui, on peut dire que Peace and Sport, ça a réussi quand même. Ah, tu vois, tu m'as regardé de travers. Oui, c'est toujours... Non, c'est toujours... Parce que les gens ne voient pas, mais tu viens de me regarder de travers. Je regarde toujours ce qu'il faudrait faire par rapport à ce qu'on a fait. Donc oui, on peut être fier du parcours, mais il y a tellement encore de choses à faire pour convaincre à la fois les dirigeants du sport qui sont beaucoup plus que ça, et qui peuvent être des acteurs de paix, et convaincre les gouvernants que le sport c'est un investissement, c'est pas une dépense. Il y a encore beaucoup à faire, même si ça commence à être intégré un peu partout. Vous avez quand même encore des pays où il y a où il y a de la pauvreté et on n'a pas encore compris que le sport c'est un investissement. Pourquoi ? Parce que la priorité c'est déjà de donner à manger aux gens et puis c'est la sécurité. Avant d'acheter des équipements de sport. Exactement. Mais alors c'est là, nous on arrive en disant le sport simple ça aussi, ça existe aussi. Les 2 piquets en bois et le filet de pêche au bord du lac Tanganyika au Burundi. Oui, j'adore cette image, moi. C'est un cours de volley-ball. J'ai pas besoin d'aller importer du matériel sophistiqué pour mettre en place cette règle et faire que des gens se rencontrent. C'est possible. Donc, investissez sur l'humain, et puis vous allez changer la société de façon douce et progressive. Il faut s'inscrire aussi dans le temps long, mais si vous avez compris comment vous pouvez utiliser le sport, alors c'est possible de travailler sur la paix. C'est possible. Tu dis, je regarde toujours ce qu'il faudrait faire. En attendant, Peace and Sport, maintenant, c'est une voie. Oui, c'est une voie singulière, forte, aussi, non seulement par les actions qu'elle a réussi à mettre en place depuis 17 ans, mais aussi par son ancrage. En principauté, on travaille avec un phénomène global, neutre, universel qui s'appelle le sport. Et on l'a ancré sur un pays indépendant et neutre qui s'appelle Monaco. Ouais. Suffisamment petit pour être crédible en matière de neutralité aussi, et suffisamment élevé au niveau média pour que la voix qu'on exprime porte. Ce que tu dis, c'est qu'à Monaco, on a la crédibilité de sa voix, quoi. Exactement. C'est quand même... c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez une voix en plus à Peace and Sport qui est une voix plurielle, puisque tu as une équipe de champions de la paix maintenant qui porte cette voix. Là aussi, on s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire que tu commences avec très peu, et puis aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont dans tous les sports, ils sont sur tous les continents, ils sont parfois extrêmement renommés dans le monde et parfois un peu moins, mais ça te fait des relais un peu partout. Bien sûr, et puis le fait que, vous savez, les champions, c'est... je dis tu, bien sûr. Oui. Et je parle aussi aux gens qui écoutent, mais le champion, c'est quelqu'un qui aime la précision en général, c'est-à-dire et la gestion du temps. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait un résultat au bout. Donc, si vous prenez quelqu'un qui a réussi, qui est un très grand champion, etc., et vous lui proposez de travailler sur une cause, alors qu'il a plus ou moins intégré, mais parfois ils n'ont pas toute la technicité qu'on peut avoir nous. Il va regarder le temps qu'il va mettre et les résultats qui vont être obtenus. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a plus de motivation. Par contre, s'il y a des résultats, vous pouvez avoir des engagements incroyables. Et c'est, par exemple, c'est l'engagement de Didier Drogba. Il sait que ça sert à quelque chose. Donc, oui, il met sa notoriété au service d'eux. Parce que c'est plus grand que lui. C'est un enjeu qui le dépasse quelque part et il veut faire partie de ça. Et en même temps, je pense qu'en tant que citoyen, au-delà de sa réussite personnelle, c'est quelque chose qu'il comprend comme étant un engagement très fort et qui va produire des résultats. D'ailleurs, il y a une symbolique très forte, c'est que je ne sais pas comment c'est né exactement, mais un jour, Peace and Sport décide de décerner un prix qui s'appelle Prix Socrates. C'est quand même important.
Parce que s'il y a eu un joueur de football qui s'est engagé pour soutenir des communautés, ouvrir le développement, c'est Socrates lui-même. Hein, Bien sûr. Voilà, donc, créer le prix Socrates, c'était déjà quelque chose. Et puis, et l'allier avec le Ballon d'Or, alors là, c'était encore plus... Parce que, bon, le Ballon d'Or, le football, ça reste le sport le plus planétaire. Absolument. On va être d'accord. Bien sûr. Alors, non seulement, bon, Socrates, c'est très porteur, hein, ça vient de Peace and Sport, mais le fait, parce que je reviens sur la question précédente, on en est où avec Peace and Sport? Le fait que Peace and Sport soit éligible pour être l'interlocuteur choisi par l'équipe, le Ballon d'Or, etc., pour créer un trophée sur qui a du sens, ouais. sur l'engagement qui a du sens, à côté de le meilleur footballeur du monde, etc. Et on a vu que ça a augmenté la notoriété de tout ce qui est Ballon d'Or, etc. Ça, c'est quelque chose dont on peut être fier. Bah oui, parce que dans les prix Socrates, notamment, il y a quand même Vinicius Junior qui crée sa fondation au Brésil. Et tu me disais, puisque j'ai eu la chance de vous accompagner à Paris pour quand le prince Albert, c'est lui, hein, tu demandes au prince souverain de lui remettre, il monte sur scène, il lui remet. Et tu me disais, Vinicius, il a fait une fondation qui sert à quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui a mis son nom sur une association. Voilà. Lui, il a des résultats. Bien sûr. Et donc, ils comprennent qu'en travaillant avec nous, ils vont en avoir encore plus. C'est ça. C'est Vinicius, c'est Sadio Mané. Oui. Qui a fondé, qui a créé des hôpitaux, mais Didier d'ailleurs l'a fait aussi, Didier Drogba, mais c'est Jennifer Hermoso cette année, lutte contre le racisme, etc. Des voix qui portent. Et le but, c'est que le public comprenne qu'à côté de la performance, il y a un autre enjeu. C'est de faire comprendre aussi, par exemple, à tous les grands présidents de clubs professionnels, dans le football en particulier, qu'il n'y a pas que la performance, mais la performance sociale du champion qui joue au foot dans leur club, elle est importante, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est de faire comprendre aux entraîneurs, quand ils les forment, que les aspects exemplarité, etc., sont importants. Et même, moi, je considère que ça donne une dimension aux champions et aux footballeurs en particulier qui va lui permettre de mieux jouer, parce que les enjeux importants auxquels il peut adhérer peuvent lui enlever de la pression sur le jeu lui-même. Oui, il peut relativiser. Exactement. Il insère ça dans un ensemble beaucoup plus grand, beaucoup plus important. C'est l'entraîneur grec, là, le nouvel entraîneur grec de Monaco, qui s'appelle Vassilis Spagnolis. Il y a un journaliste qui lui dit: est-ce que vous avez la pression? Vous prenez une équipe d'Euroleague, ça vous est jamais arrivé? Il a dit: je vais quand même pas avoir la pression, alors qu'il y a des gens dans la rue qui n'ont pas de quoi manger. Moi, je vis de mon rêve, je vais quand même pas avoir la pression. Oui. Voilà. Oui. Non, mais je comprends ça. Mais c'est pareil pour nous. Enfin, les enjeux sont tellement importants. Mais moi, un jour, on m'avait demandé si est-ce que vous avez peur de parler en public? Non. Au départ, quand on voit ça s'exprimer, c'est pas toujours évident. Mais je dis, vous savez, quand vous êtes entraîné 8 ans pour une compétition olympique, que vous y êtes, que la cloche sonne, que c'est la première épreuve, que c'est l'équitation, et que dans 30 secondes, vous allez passer la cloche, et si vous ratez le premier obstacle, les 8 ans, là, ils sont terminés. Il n'y a rien qui est plus difficile que ça. Ouais. Et quand vous survivez à ça, effectivement, vous pouvez parler en public. Vous ratez un mot, il y en a un autre qui va arriver. Et après, c'est la cause qui vous motive. Il y a une sorte de relativisme qui s'installe, qui permet de gérer cette pression-là. Ouais, ça, c'est sûr. Absolument, oui. Ça, c'est sûr. Enfin, bon, quand même... Moi, je me souviens, parce que là aussi, j'ai eu la chance d'être pas loin de toi quand ça s'est produit. C'est quand tu sais que la flamme olympique de Paris 2024 va venir à Monaco. Et là, moi, je sens que quand même, c'est un moment émouvant pour toi. C'est un moment très émouvant. Bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir courir avec dans ma région d'origine en France. Et puis. D'ailleurs, on t'avait eu dans le minibus en rentrant après. Oui. Et tu semblais déjà très ému. Hein. Bien sûr, parce que
pour plein de raisons. Bon, j'ai fait 4 fois les Jeux Olympiques, j'ai président des Olympiens au niveau mondial. J'avais jamais couru avec la flamme. Et le fait de le faire dans ma ville d'origine, c'était un moment fabuleux. Mais après, de voir le parcours de la flamme en France, pour des Jeux en France, et puis la flamme qui arrivait à Villefranche-sur-Mer, et qui n'allait pas passer à Monaco, c'était impossible pour moi. Donc il fallait absolument qu'elle passe à Monaco. Donc bon, je me suis un petit peu arrangé pour que ça soit possible. Mais après, l'émotion, c'était de l'amener ici, de voir ce que ça faisait, par exemple, au Prince Souverain, qui était très, très touché, très ému. Oui, d'avoir la flamme et de pouvoir la toucher, d'avoir des gens qui ont une importance grande dans le pays des champions, comme Charles Leclerc et d'autres qui l'ont porté devant la population à Monaco. Il y avait beaucoup de monde. Devant toute la jeunesse sportive de Monaco. Je pense que ça a dû avoir un impact même sur les prises de licence après. Ah, oui. Mais voilà, on est au cœur des valeurs, on est au cœur de ce que le sport doit représenter. Non seulement pour les individus, pour les jeunes, mais pour la société. Voilà, c'est ce rêve de paix aussi de Pierre de Coubertin, etc., qui est là, qui est vivant, qu'on peut toucher. Oui, ça crée de l'émotion, bien sûr. Je suis absolument fier et heureux d'y avoir contribué et de ce que ça a pu apporter à plein de gens qui aiment le sport et qui ont compris à quoi il sert dans la société. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Si j'avais une baguette magique, là, tu me demanderais quoi? Que le bonheur continue. C'est bien. Et le bonheur, c'est une famille super. Et puis c'est. Oui, parce qu'on n'a pas parlé d'Alex, qui est quand même, qui est toujours à tes côtés. Absolument. Hein, que ce soit au Ballon d'Or, voilà, tu as vraiment un soutien très fort, ouais. Oui, je suis soutenu tout le temps. C'est un partage. Voilà. C'est mon équilibre. C'est ma force. Et puis le bonheur, c'est de continuer à faire des choses qui servent à quelque chose, qui ont du sens. C'est avant tout, bien sûr, le parcours de Peace and Sport. Et puis faire rentrer des jeunes, contribuer à faire rentrer des jeunes dans le monde du sport, parce que je sais que c'est le monde de la citoyenneté aussi, et du mieux vivre ensemble. Donc à chaque fois que je peux contribuer à ça, je suis content. Et puis parfois il y a des petits ou des grands plaisirs personnels. Quand on sait qu'un programme de Peace and Sport a contribué à sauver des vies parce qu'il a empêché les gens de s'affronter à certains endroits, et qu'on a la preuve de ça, on se dit que même s'il reste beaucoup de choses à faire, celles qu'on a faites là, ou qu'on a réussi là, elles sont importantes, on se dit qu'on a été un peu utile. Eh ben, merci Joël d'avoir trouvé un moment pour venir nous voir. Merci beaucoup, et je reviendrai avec plaisir. Tant mieux alors.